avec Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Toujours en étant dans le bonheur en famille, allez, on verrait un petit peu récapituler les chroniques précédentes. Oui. Entre autres, tu nous as vraiment guidé vers comment construire son arbre généalogique. Oui, c'est important de savoir d'où on vient et où on va. Et donc, en construisant son arbre généalogique, dans cet arbre généalogique, on va aller chercher autour de soi, dans ses proches, toutes les personnes qui étaient heureuses, qui peuvent nous apporter quelque chose, comment elles ont fait, quelles étaient leurs vitalités, comment elles ont fait pour être semblées des familles heureuses. Et on va s'inspirer de ces personnes-là, de ces personnes proches, pour construire cet arbre généalogique en famille. Ça peut être un bon exercice qui va regrouper toute la famille autour d'un événement. On peut se déplacer en province, on peut aller sur Internet, on peut construire un bel arbre sur du papier, mettre des photos d'événements, et puis ça va être un lien familial encore plus fort, et puis vivre un moment fort en famille, un moment de bonheur. Et on va retomber sur le deuxième chapitre, on va toujours prendre cet arbre généalogique pour optimiser ce bonheur en famille. Exactement, comment optimiser le bonheur en famille. Donc je vous ai donné quelques conseils pour l'optimiser au quotidien. Et donc c'est vrai qu'optimiser le bonheur en famille, c'est primordial pour faire en sorte de s'apercevoir que les petits bonheurs sont là tout au long de la journée et qu'on peut les trouver facilement. Et on a abordé le troisième chapitre avec comment développer l'optimisme chez l'enfant. Alors l'enfant, c'est vrai qu'il est au cœur de ce bonheur en famille, parce que une famille, alors deux personnes, un homme, une femme, ou un homme, une femme, c'est un couple. Oui, à partir du moment où il y a un enfant, puis deux enfants, puis peut-être trois, et puis quelquefois ce sont des familles reconstituées, les enfants sont primordiaux dans cette vie de famille, parce que les enfants peuvent générer des grands moments de bonheur, mais peuvent aussi générer des moments de conflit entre les parents qui ne seraient pas d'accord sur un mode d'éducation, qui ne seraient pas solidaires aussi. Il est très important que les parents soient solidaires dans leur prise de décision, que ce soit des prises de décision heureuses ou punitives, selon les moments. Et c'est vrai que les enfants sont au cœur de cette famille, et c'est eux qui sont la condition du bonheur en quelque sorte. Et puis le quatrième volet, c'est vrai que l'on rencontre souvent dans notre société des personnes qui ont perdu l'estime de soi. Et là, tu nous as donné le goût de cultiver cet esprit. Oui, cette estime de soi est très importante, de façon à justement... alors cette estime de soi, on peut l'avoir si effectivement on est optimiste, on est encadré. Ça dépend aussi de facteurs extérieurs pour cultiver l'estime de soi. Et le rôle du parent est justement de rassurer l'enfant sur sa réussite scolaire, sur ses compétences athlétiques, sur ses compétences comportementales ou sociales. Donc ça, c'est très important aussi. Et là, tu vas nous donner dans ce cinquième paragraphe, tu vas nous dire comment réagir face à cet échec, face à l'échec. Oui, parce que là, effectivement, tel qu'on présente, c'est la maison du bonheur, tout va très bien, c'est oui, aucun problème, mais il peut y avoir des enfants qui se trouvent confrontés à des échecs. Alors, on a parlé justement dans l'estime de soi du sport, de l'école, de son comportement par rapport aux adultes, de son comportement en société. Et certains enfants peuvent se trouver en échec dans certaines, pas dans tout, mais ils peuvent rencontrer un échec dans certaines matières ou dans certains domaines. Et donc, il y a deux réactions possibles face à l'échec. Agir afin de mettre fin aux émotions désagréables provoquées par le résultat décevant. Effectivement, un enfant qui se sent... il peut éprouver des émotions de tristesse, des émotions d'injustice, des émotions de culpabilité, de honte, de colère. Et donc, ça peut être... la présence des parents, là, est nécessaire. La deuxième aussi, ce serait de baisser les bras et d'abandonner, de se laisser envahir justement par ces émotions désagréables. Donc, on va faire en sorte de parler de pourquoi il y a eu cet échec,
Est-ce que est-ce vraiment un échec ou pas? Comment on pourrait l'aider à ce que ça ne se reproduise pas? Quelles sont les solutions que lui pourrait trouver aussi de son côté? Est-ce qu'il n'a pas mis, justement, tout à l'heure, lorsqu'on parlait des objectifs, est-ce qu'il n'a pas mis la barre un petit peu trop haute? Il est parti pour faire un marathon alors qu'il sait à peine courir. Bon, effectivement, ça paraît discutable. Donc, il y a plusieurs façons pour réagir à l'effet, à l'échec. Et donc, le parent, il doit être là pour soutenir, pour consoler éventuellement, pour rassurer l'enfant. Et c'est pas parce qu'on échoue une fois qu'on va échouer la fois d'après. On va se nourrir de son erreur, justement, pour réussir la fois d'après. Parce que ça crée réellement un mal-être. Et si les échecs sont trop souvent répétés, et si l'enfant n'a pas le soutien des parents à ce moment-là, il va se dire je suis complètement nul finalement. Donc il est absolument nécessaire que les parents soient là. Il faut lui faire développer le côté positif de cet échec. Oui, voilà. Un échec a toujours quelque chose à nous dire. T'étais pas assez préparé, ou alors voilà. Et puis le remettre dans le contexte et le remettre à la bonne dimension, parce qu'il y a des enfants, ils vont être catastrophés. Pour eux, un échec va avoir une ampleur incroyable. J'ai eu que 19. 19, c'est déjà une note très très honorable. Chacun a son seuil de tolérance. Et puis de toujours, je n'y arriverai pas. Oui, voilà. Ça ressort donc régulièrement. Ça. Oui, donc c'est un mot à proscrire. Il y a des phrases comme ça qui sont à proscrire. Et si tu vas y arriver, on va t'aider à t'y préparer. Et puis on va faire autrement. Et là, qu'est-ce que tu as compris pourquoi tu n'as pas réussi? Qu'est-ce qu'il t'a manqué à ce moment-là? J'avais pas bien révisé ma leçon. Voilà, donc la prochaine fois, tu vas réviser ta leçon. Et puis qu'il n'y ait pas de la punition non plus derrière pour pénaliser davantage l'enfant. Et donc c'est important face à l'échec de réagir positivement et de toujours l'encadrer. Et puis un bon câlin et puis des paroles réconfortantes, je crois que c'est ce que l'enfant attend le plus de ses parents. Eh bien voilà Patricia, nous arrivons au terme de ta chronique. Mais avant, tu vas nous donner encore plein d'informations. Oui, bien sûr. Entre autres, tu travailles sur rendez-vous. Oui, sur rendez-vous uniquement, bien sûr. Donc tu as un numéro de téléphone où c'est que l'on peut te joindre. Professionnellement, tu vas nous donner ton 06. Mon 06, exactement, c'est le 06 42 66 76 89. Ton cabinet, il est situé où ? Centre-ville de Compiègne, 5 Place Choiseul, c'est sur les bords de l'Oise, dans l'ancienne école de l'état-major. Est-ce que tu as des jours de consultation ? Principalement les lundis, mardis, mercredis, samedis, une semaine sur 2, au cabinet, et le reste du temps, rendez-vous soit à domicile, soit en entreprise, ou bien par le biais de la visio. Patricia, cette année, en plus, tu donnes des cours de yoga. Oui, j'avais commencé effectivement l'année dernière dans mon cabinet, donc les cours de yoga sophro, et puis forte de mon succès, j'ai dû me mettre en charge de chercher une salle. Donc les cours de yoga sophro auront lieu le jeudi soir, de 18h à 19h, 9 rue Carnot. Et je donne également des cours de yoga aérien les vendredis soirs de 17h30 à 18h30, les samedis matins de 9h à 10h, un atelier mensuel de 2 heures de 10h à 12h un dimanche par mois, et ce, 1 bis place Saint-Jacques à Compiègne dans l'ancien cinéma des Dianes. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, exactement. Donc Facebook, en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Également sur Instagram, sur LinkedIn, aussi pour plus particulièrement le public des entreprises. Tu as un site ? J'ai un site qui s'appelle pf-sophrologue, sophrologue.com. En plus, ta page Facebook ? Ma page Facebook, en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Ton site et ta page Facebook, on a toute ton actualité. Toute mon actualité, et effectivement. Patricia, on n'oubliera pas non plus ta chaîne YouTube. Oui, ma chaîne YouTube, en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Et pour la visio, là, puisqu'on va en reparler un petit peu. Alors la visio, en fait, je m'adapte donc aux personnes selon qu'elles possèdent soit un ordinateur, soit qu'elles possèdent un téléphone. Il y a toujours façon de communiquer. Maintenant, c'est la modernité absolue. Et on peut communiquer même à distance. Et en cette période, c'est vraiment très utile. Ça permet d'assurer un travail de qualité tout autant qu'en cabinet. Ton téléphone,
ton site et en plus ton adresse mail. Avec ces 3 façons, on peut prendre rendez-vous avec toi. Ton adresse mail, c'est laquelle? Alors, Patricia, comme mon prénom, @pf-sophrologue.com. Et enfin, tu nous redonnes ton numéro de téléphone. 06 42 66 76 89. Une belle journée à tous.